tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des Mardis de la parentalité. C'est une nouvelle formule des Mardis que nous vous proposons. Donc en 2026, chaque trimestre, un thème sera décliné sous 3 formats différents. On va commencer par le thème être parent avec un enfant en situation de handicap. Donc aujourd'hui, une émission pour s'informer sur le sujet et découvrir des dispositifs d'aide. Et puis par la suite, le mardi 10 février, on vous conviera à une soirée au centre social Courteline à Tours pour rencontrer des parents et des professionnels et échanger sur le sujet. Et le 10 mars, un podcast avec un récit de parents et des informations de professionnels. Pour cette première émission de l'année, je suis accompagnée de 3 invités qui se connaissent, dont les missions sont complémentaires et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Virginie Lanier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication à la Maison départementale des personnes handicapées dans l'Indre-et-Loire. C'est ça. Sonia Pareux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle ressources handicap 37 et de la plateforme de répit et d'aide aux aidants. Absolument. Et Karine Norma, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez à la CAF Touraine, vous êtes conseillère technique petite enfance, enfance et handicap. Tout à fait. Donc, notre émission ce soir va se dérouler en 3 parties. D'abord, on va avoir quelques définitions pour savoir de quoi on parle quand on parle de handicap. Ensuite, on échangera sur l'impact du handicap dans le quotidien des familles, avec des situations concrètes vécues. Et enfin, on terminera cette émission par la présentation de vos structures, des aides financières, ainsi que des dispositifs qui existent et qui sont mobilisables par les familles, comme l'aide à domicile, par exemple, les séjours de vacances. Et ce sont des aides et des dispositifs qui ne sont pas toujours connus des familles, donc ça nous tient à cœur de les présenter ce soir. Donc, dans cette première partie, je le dis, on commence par les définitions. Virginie, je me tourne vers vous. Pour commencer, en fait, en 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a proposé une définition du handicap. Quelle est cette définition, Virginie ? Alors, la loi de 2005, effectivement, précise que la situation de handicap est liée à toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une ou plusieurs altérations substantielles, durables ou définitives, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, psychiques ou d'un trouble de santé invalidant. Ça, c'est la définition officielle. Ce que la loi reconnaît, en fait, c'est que, effectivement, le handicap, la situation du handicap vécue par une personne n'est pas uniquement liée au fait qu'elle ait une déficience, mais bien parce que l'environnement n'est pas totalement adapté pour lui permettre d'être pleinement autonome dans sa vie quotidienne. Ce qui change déjà le regard sur la personne en situation de handicap. Tout à fait. Sonia, quand on parle d'handicap visible ou invisible, quelle est la différence ? Alors, sur les handicaps visibles, comme son nom l'indique, c'est quand ça se voit. Et d'ailleurs, quand on interroge des personnes qui sont pas concernées par le handicap et leur première représentation du handicap visible, ça va être le fauteuil roulant. Donc voilà, c'est le handicap visible, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui est vu tout de suite et c'est ce qu'on perçoit. Et puis le handicap invisible, c'est ce qu'on perçoit pas, comme des maladies chroniques, comme des déficiences sensorielles, comme des maladies psychiques. Par exemple, quelqu'un qui serait autiste, on ne le voit pas au premier abord. Voilà. Alors on note qu'il y a quand même 12% de personnes en situation de handicap dans la population française et que 80% des handicaps sont invisibles. Oui, donc c'est une partie cachée qu'on ne devine pas du premier coup d'œil et qui pour autant est considérée comme handicap. Tout à fait. La deuxième partie, en fait, on va vous parler de difficultés et des impacts que rencontrent les familles, les parents précisément, puisque voilà, on est aussi sur cette idée d'être parent avec un enfant en situation de handicap. Il y a des conséquences directes en fait dans la vie quotidienne des parents qui vivent ces situations. Virginie et Sonia, vous allez nous parler de plusieurs thématiques en fait qui concernent ces situations et puis nous illustrer un peu avec des exemples puisque vous rencontrez des parents. Effectivement, la plupart des parents font remonter l'impact de la situation de handicap de leur enfant dans l'organisation de la vie quotidienne, qui nécessite parfois de diminuer son temps de travail, parfois d'arrêter de travailler ou de jongler, voilà, entre les rendez-vous médicaux, paramédicaux, de rééducation, les activités diverses où il faut pouvoir se libérer du temps pour aller peut-être aller chercher l'enfant à l'école, l'amener à un rendez-vous, etc. Donc tout ça, ça entraîne une surcharge mentale, voilà, le fait de
d'être tout le temps très occupé à devoir gérer un planning très contraint en fonction des besoins de l'enfant et puis des besoins de la fratrie et des besoins du foyer. C'est de pouvoir prendre en compte tout ça. Donc ça entraîne souvent beaucoup de fatigue. Hein. Les parents peuvent faire remonter ce besoin de pouvoir souffler, ce besoin d'être soutenu dans ces différentes démarches, la redondance parfois des démarches administratives aussi en fonction des demandes et des besoins que l'on va avoir nécessairement besoin de faire remonter hein, pour faire reconnaître des droits. Tout ce qui va être lié à l'adaptation de la scolarité, le parcours de soins. Voilà, ça génère bien souvent une multitude d'activités, de responsabilités, de charges qu'on n'a pas forcément quand on a un enfant qui n'a pas de besoin particulier. Bouscule un quotidien et ça demande Ouais, beaucoup de capacité d'adaptation. complètement. Sonia, vous, quels sont vos... Bah, peut-être pour rebondir sur tes propos, Virginie, c'est sûr que l'arrivée du handicap dans une famille, ça vient bouleverser, chambouler, une adaptation au jour le jour. Et je pense notamment aux frères et sœurs aussi, pour qui ça peut être compliqué. Et d'ailleurs, on s'intéresse de plus en plus à la fratrie, qu'on pourrait nommer, qui sont nommés les jeunes aidants, qui s'occupent aussi de leurs frères ou de leurs sœurs. Et puis, moi, ce que je remarque, c'est aussi pour les parents un besoin de se retrouver entre pairs. Récemment, j'ai fait un séjour avec 6 aidantes et il y avait vraiment cette volonté de se dire je suis pas seule. Ensemble, là, on est bien. On se connaît pas, on s'est jamais vu, mais on partage quelque chose, on se reconnaît entre nous. Donc, un besoin aussi d'échanger, de s'entraider. Et puis, ce qu'ils évoquent aussi pas mal, c'est la question de l'isolement. C'est vrai que quand on a un enfant en situation de handicap, quand on veut sortir, ben c'est pas facile de le faire garder. Donc il y a et puis d'autres aussi peuvent dire ben en fait on avait des amis et le handicap on a fait le tri, les a un peu fait fuir en fait. Donc il y a aussi cette problématique là. Voilà, bah après je vais pas revenir sur la scolarité. Nous, au pôle ressources handicap, évidemment qu'on se retrouve confronté à des familles dont l'enfant a de l'école que le matin et que les parents doivent trouver des solutions pour l'après-midi, des modes de garde, voilà, qui vont aussi parfois pour certaines familles précariser parce que on réduit son activité Mmh, professionnelle. Tu le disais très tout à fait. justement. Donc ça vient surrajouter à la situation de handicap. Ouais. Au quotidien, voilà. Vous l'avez déjà nommé, Sonia, le mot d'aidant, en fait. Donc, on parle de, effectivement, la personne en situation de handicap. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition pour ce mot aidant qu'on entend de plus en plus? Alors effectivement, hein, on reconnaît de plus en plus Mmh. le nombre d'aidants en France et être aidant, c'est apporter une aide régulière, fréquente, récurrente, à titre non professionnel. Souvent, les parents d'enfants en situation de handicap ont du mal à se considérer comme aidants parce qu'avant tout, ils sont parents. Mmh. Voilà. Mais effectivement, en fonction des besoins de l'enfant, le rôle de parent, il est encore plus fort, encore plus renforcé, encore plus présent. Et on a aussi un rôle d'aidant. Et comme l'a dit Sonia, les aidants sont aussi les enfants. Alors la fratrie, les frères, les sœurs d'un enfant en situation de handicap, mais aussi des fois des enfants qui ont un parent en situation de handicap. Voilà. Hein, donc on a des parents qui sont aidants, des enfants qui sont aidants de leurs frères ou sœurs, mais parfois aussi dans ces jeunes aidants, ils sont aidants d'un membre adulte de la famille. Oui, dans la définition, c'est vrai que la personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre Un non non professionnel. tout à fait. Donc l'idée quand même du surplus, c'est vrai qu'on entend parfois des parents aussi qui disent oui, mais je suis parent, donc c'est normal. Mais c'est l'idée d'envisager que, comme vous le nommiez avec des situations concrètes tout à l'heure, c'est quand même une adaptation supplémentaire, du temps supplémentaire, des choses qui viennent se rajouter à une vie de parent. Bien sûr, oui, on peut avoir un jeune ado qui va avoir besoin d'aide pour prendre sa douche. Mmh. Oui, je suis maman, mais normalement, si mon enfant il a 15 ans, à 15 ans, je l'aide pas à prendre sa Mmh. douche. Il va le faire tout seul. Donc là, effectivement, en plus de parents, on devient aidant Ouais. pour répondre à ce besoin de compensation en particulier. Donc on parle d'aidants, on parle de répit pour les aidants. Sonia, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition du répit? Je sais pas, un arrêt d'une action, une trêve, un break,
voilà, un temps. Alors sur la question du répit, il y a beaucoup de familles qui ont du mal à se l'octroyer ce temps de répit. Et récemment, j'avais au téléphone concernant les séjours aidants que j'ai organisés, une maman qui m'appelle et qui me dit bon, j'ai vu l'affiche sur le séjour aidant, mais je crois que je suis pas prioritaire et qu'il y en a qui ont plus besoin que moi. Donc il y a des parents aussi qui pensent que elles y ont pas droit en fait. Donc je les rassurais à ce niveau-là. Et puis c'est aussi le répit, permettre de se ressourcer, de se reposer, de prendre soin de soi, d'avoir des temps pour soi et avec l'assurance que quelqu'un s'occupera aussi de son proche aidé. Et ça, c'est extrêmement important. Ouais, afin de pouvoir se poser et se reposer, se sentir en sécurité, sentir la personne que l'on accompagne en sécurité. C'est Exactement. nécessaire pour pouvoir prendre le répit. Et d'ailleurs, sur les séjours aidants qu'on propose, on avait elles étaient les aidantes. Alors c'était 6 femmes accueillies dans un gîte, et on avait aussi proposé l'accueil de leurs enfants. Alors là, je dis des enfants parce qu'il y avait que des enfants dans ces mamans-là. Le prochain séjour, ce sera pour des aidants ou des aidantes qui ont un adulte en situation de handicap au domicile. Mais dans tous les cas, on organise le fait d'accompagner le proche aidé, de s'occuper de lui pendant que les aidants et les aidantes prennent soin d'eux et d'elles. C'est indispensable. Sinon, on n'est pas... D'abord, tu peux pas le faire, tu peux pas t'octroyer ce temps-là, et puis t'es pas sécurisé. Donc c'est important pour vraiment se laisser aller. Et il faut un certain temps. Je l'ai vu pendant le week-end. Il y a un temps où la première soirée, elle est difficile. Ils sont pas avec leurs proches aidés, c'est compliqué. C'est que la deuxième soirée où j'ai entendu cette nuit, je pense que je vais bien dormir. Voilà. Donc c'est un de relâcher. Voilà. Ouais, puis être en confiance. Ouais. C'est ça aussi surtout. Être en confiance parce qu'on connaît son enfance, ses particularités, et du coup, c'est aussi savoir confier son enfant à d'autres personnes. Lâcher. Ouais. On était 2 équipes, Il y avait mes collègues qui s'occupaient des enfants sur un autre gîte, et en fait, toute la première soirée, c'était t'as reçu des photos, est-ce que tout va bien? Et donc, j'envoie un message à mes collègues, envoyez-moi plus de photos. Je voyais que c'était extrêmement important, qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes. Donc oui, il faut sécuriser ces moments-là, en tout cas. Je voulais juste revenir quand vous disiez, Sonia, là, sur le répit. Vous disiez aussi, tiens, j'ai eu une maman au téléphone, et en fait, avant de pouvoir accéder, s'octroyer du temps de répit, il faut déjà se sentir légitime de le demander, et peut-être reconnaître aussi cette charge en plus dont on parlait. Ça, c'est peut-être une étape aussi. Il faut se reconnaître comme aidant. Évidemment que quand on a un enfant en situation de handicap, il y a quelque chose qui est naturel. Je m'occupe de mon enfant. Même si ça prend plus de temps, c'est quelque chose de naturel. Mais au même titre que les jeunes aidants, quand on les interroge, qui aident leur frère ou un parent, c'est normal en fait. Je fais mon devoir, ce que j'ai à faire. Donc il y a cette question-là aussi. Pourquoi moi, je bénéficierais de plus de choses qu'un parent lambda? Non, il y a se reconnaître... C'est une étape avant de pouvoir accéder à ces temps de répit dont on va vous parler. C'est la 3e partie de cette émission. Justement, on disait à l'instant, s'octroyer du répit, ce n'est pas si simple. Connaître les aides et les dispositifs existants non plus. Dans cette dernière partie, donc, on va présenter vos structures, on va prendre le temps de présenter ces aides et dispositifs. C'est très important pour nous parce que on sait aussi que c'est essentiel pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir reconnaître le fait d'avoir besoin de se ressourcer, et du coup être mieux aussi en tant que parent dans son quotidien auprès de ses enfants. Donc on va commencer par vous, Virginie, et juste présenter la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Qu'est-ce que c'est ? Alors la MDPH, créée donc par la loi du 11 février 2005, c'est l'organisme qui permet d'avoir un accès unique aux droits et aux prestations qui permettent de limiter, de compenser les situations de handicap. Donc c'est à la MDPH qu'on dépose un dossier quand on a besoin de faire reconnaître une situation de handicap, quand on a besoin de faire valoir ses droits. C'est la première étape. C'est la première étape. En tant que parent d'un enfant en situation de handicap, cette demande, elle est étudiée en équipe pluridisciplinaire, et ensuite elle passe en commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc la CDAPH, qui est l'instance qui prend les décisions pour octroyer les droits et les prestations qui vont venir compenser
les situations de handicap vécues par les personnes. C'est aussi un lieu d'accueil et d'information, bien sûr, hein, donc on a aussi un site internet, mdph37.fr, où on retrouve bon nombre d'informations, y compris tout ce qui existe en termes de répit, de séjour mis en œuvre sur le département d'Indre-et-Loire. Et ce lieu d'accueil et d'information bénéficie d'un relais dans toutes les maisons départementales du conseil départemental, donc dans toutes les MDS sur l'Indre-et-Loire, pour faciliter l'accueil de proximité. On va voir à l'écran justement les coordonnées de la MDPH. Vous parliez du site internet, voilà, vous parliez des antennes. C'est ça, Et l'accueil en proximité. Voilà, et puis du numéro de téléphone aussi accessible. Toutes ces ressources, vous les retrouverez de toute façon avec le replay de l'émission ensuite. Donc elles seront accessibles pour pouvoir. Donc on peut venir à la MDPH pour s'informer. Oui. On vient aussi en première étape pour faire reconnaître un statut. Voilà, pour déposer un dossier qui va permettre effectivement de reconnaître une situation de handicap et d'octroyer différents types d'aides en fonction des besoins et de l'enfant et de la famille. Alors, une question qui parfois peut un peu fâcher, mais est-ce que vous avez... alors, on peut pas... Chaque situation est unique, mais le délai entre le temps où moi je viens à la MDPH et je dépose un dossier. On est aux alentours de 4 mois dans le délai. C'est le délai légal qui est imposé et qui est nécessaire parce que vraiment, il y a plusieurs étapes. La vérification de la complétude administrative du dossier, que le dossier soit bien complet avec tous les documents administratifs. Et ensuite, chaque dossier est étudié en équipe pluridisciplinaire, donc avec plusieurs professionnels de la MDPH et des professionnels partenaires pour évaluer la situation dans sa globalité. Donc ça veut dire qu'on prend le temps vraiment de lire ce qui est marqué dans le formulaire, de lire les informations dont vont nous faire part les familles en termes de conséquences et de répercussions, les informations médicales, pour analyser de façon globale la situation de l'enfant et pouvoir proposer l'ensemble des prestations auxquelles la famille peut prétendre. Avant un passage en commission des droits et de l'autonomie et après donc l'envoi des notifications. Donc la suite, c'est avec vous, Karine. Donc vous travaillez à la CAF Touraine. Alors quel est le lien justement entre ce qui se passe à la MDPH et puis après ce dont s'occupe la CAF? Comme le disait Virginie, effectivement, après chaque commission, la MDPH transmet les notifications à la CAF, donc les décisions sur lesquelles a statué la commission. Et c'est là où nous, on rentre en jeu. Donc mes collègues vont prendre note de ces décisions, vont aller sur les dossiers de chaque famille. Donc si elles ne sont pas connues, eh bien ils vont constituer le dossier pour pouvoir permettre les droits. Et si elles sont connues, ils vont vérifier qu'on a bien toutes les pièces pour pouvoir notifier, donner le juste droit. Donc quand je dis le juste droit, c'est qu'effectivement les familles reçoivent une notification avec, comme le disait Virginie, des droits auxquels elles peuvent prétendre, mais c'est pas obligatoirement ces droits-là auxquels ils pourront dans les faits prétendre. Je m'explique. Oui. Je m'explique. Par exemple, donc on a l'allocation de base, donc l'allocation AEEH. On va les voir à l'écran peut-être si vous pouvez dire. Il y en a deux principales en fait dont on parle. La EEH. Donc l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Donc ça, c'est une allocation que la famille a systématiquement du moment que la MDPH, dans sa commission, a reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% de l'enfant. Donc ça, c'est un droit automatiquement acquis. Les familles, du moment qu'ils ont une notification qui dit qu'il y a un taux d'incapacité de minimum 50%, ils percevront cette allocation-là. Avec des besoins de compensation dans la scolarité ou un suivi médico-social. Tout à fait. Et la deuxième? Non, pas tout de suite. On attend. Je voulais juste préciser que là, donc on est sur le plateau avec vous, Karine, de la CAF Touraine, mais quand ce n'est pas la CAF, c'est la MSA. Tout à fait. En charge, la MSA. Par rapport aux ressortissants, si les familles sont ressortissants du régime général, ça va être la CAF qui va traiter. S'ils sont du régime agricole, ça va être la MSA qui va faire la même procédure que la nôtre. Et donc ensuite, en complément de l'AEH, il y a 6 compléments possibles. Et ces compléments-là ils viennent pour pallier soit à la réduction d'un temps de travail d'un des deux parents pour avoir l'handicap de leur enfant, soit par l'emploi d'une tierce personne à domicile qui est nécessite par le handicap de l'enfant, ou également pour couvrir les frais
que nécessite l'état de santé de leur enfant. Et donc, selon ces compléments, c'est là où nous, on va regarder vraiment le besoin de la famille. Donc, comme le disait Virginie, lors de la commission, ils regardent le besoin de l'enfant, son état de santé, qu'est-ce que ça amène comme besoin. Mais nous, on va regarder les besoins réels de la famille. Par exemple, je prends un exemple, on a le complément numéro 2 qui est une réduction du temps de travail à un temps partiel. Il faut qu'ils réduisent un minimum de 20% de leur temps de travail. Si dans les faits, la famille n'a pas du tout réduit son temps de travail, elles n'auront pas droit à ce complément. Elles auront l'AEH, mais pas ce complément. Donc, ce que la MDPH ouvre, comme possibilité de droit, est réétudié ensuite par la CAF. Donc, il peut exister des différences, en fait, entre la notification MDPH et après l'étude, puisque c'est la CAF qui verse après. Oui. Qui verse les... Mais c'est pas pour autant fermé. C'est-à-dire qu'au moment où on établit le dossier, la notification MDPH dit qu'il y a tel complément, les familles n'en ont pas besoin à ce moment-là. Si à un moment donné la situation change et qu'ils ont une réduction d'activité ou qu'ils emploient quelqu'un à domicile, ils nous en font part et là on ouvre le droit de ce complément parce qu'il est notifié sur la notification. Donc à chaque situation familiale qui évolue, la famille prévient la CAF qui peut engendrer des conséquences sur les droits. Tout à fait. C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. C'est ce qui fait qu'on présente de toute façon les deux principales prestations sur le sujet qu'on traite ce soir. Mais pour autant, il faut toujours aller rencontrer en direct la CAF, prendre un rendez-vous pour pouvoir effectivement, au cas par cas, étudier la situation et avoir le juste droit, comme vous dites. Après, voilà, les familles, ce qu'elles doivent avoir en tête, c'est que c'est automatique. Ça se fait systématiquement, le lien entre la MDPH et la CAF. C'est la CAF qui va revenir vers la famille pour avoir les compléments d'information. Alors, on leur demande un peu de patience, parce qu'il faut compter un bon mois de délai entre leur notification et quand nous, on reprend contact avec eux. Pourquoi? C'est parce que la MDPH savent que les familles attendent depuis un moment, donc ils envoient la notification d'abord aux familles pour que aussi ça puisse les rassurer dans leur parcours. Ils nous envoient ensuite les décisions de la commission. Tant que mes collègues prennent part des décisions, qui regardent dans les dossiers les pièces qui manquent pour éviter d'interpeller plusieurs fois les familles, on les interpelle qu'une fois avec l'ensemble des dossiers qui manquent. Donc, faut compter un petit délai, mais automatiquement, qu'ils ne se fassent pas souci, c'est nous qui revenons vers eux. Très bien. Patience. La CAF reviendra vers vous. Après, je pense que les délais, ils sont similaires, c'est national. Oui, il n'y a pas spécifiquement tour, c'est 1 mois, c'est 4 mois pour la MDPH. Je pense que c'est national. Oui, puis c'est comprendre en fait qu'il y a tout un circuit d'examen en fait de la situation pour pouvoir en arriver à une première notification et après Mais c'est vrai que parfois ça peut mettre aussi en colère les familles, ce délai d'attente. La temporalité, elle n'est pas la même pour tout le monde et on peut les comprendre à juste titre. Tout à fait. Avec malgré tout de la part de la CAF, la reprise à la date de l'ouverture des droits. C'est important, non? C'est rétroactif. La rétroactivité par rapport à la date du dépôt de dossier pour l'ouverture des droits. On passe à la deuxième du coup allocation. La JPP. Voilà, donc il y a une autre aide possible pour les familles qui est l'allocation journalière de présence parentale. Donc cette aide, contrairement à l'AEH et ses compléments, c'est une aide temporaire. Elle est pour un temps déterminé et c'est pas entre guillemets à vie aeternam. Et c'est selon les situations et ce n'est pas cumulable avec un complément. Pourquoi? Parce que cette allocation, elle vient justement pour compenser la perte de rémunération d'un des deux parents du fait des rendez-vous médicaux ou, comme le disait tout à l'heure Sonia, un enfant qui peut pas être scolarisé toute une journée, il va être scolarisé le matin et un des parents doit diminuer son temps de travail pour s'en occuper l'après-midi, il peut prétendre à la JPP. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la JPP n'est pas obligatoirement que pour les enfants qui sont reconnus avec un taux d'incapacité de 50% ou plus. C'est-à-dire que même une famille qui a une notification MDPH qui reconnaît le handicap de l'enfant mais qui est inférieure à 50%, qui n'a pas de droit de base de la CAF, peut quand même demander de bénéficier de la JPP pour les rendez-vous médicaux, pour le suivi de l'enfant, voilà. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, il faut quand même aller demander, se renseigner. C'est ça. Voilà. Et l'élément qui est facilitant quand même qu'on voulait préciser ce soir, Karine, c'est que si les parents, quand ils prennent rendez-vous auprès de la CAF, précisent le motif handicap dans le rendez-vous en ligne, ils vont avoir un service dédié, en fait. Tout à fait. Un service expert. Depuis un petit bout de temps maintenant, la CAF s'est spécialisée. On a des services spécialisés, donc notamment
un service handicap qui va traiter justement les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Donc, afin d'avoir le bon interlocuteur, le conseil que je donnerais aux familles aujourd'hui, c'est quand ils prennent rendez-vous sur le site macaf.fr, quand ils cliquent sur prendre un rendez-vous, le motif, peu importe si c'est un changement de situation, comme on disait tout à l'heure pour revaloriser les droits ou autre, ils cliquent systématiquement sur handicap. Du moment qu'ils ont un enfant en situation de handicap, ils cliquent sur ce motif et la personne qui va les accueillir ou reprendre contact avec eux fait partie de ce service spécifique, pourra traiter le dossier en direct. Du moment qu'il accueille la famille, il aura directement accès au dossier et il pourra générer directement les droits. Et en plus, s'il s'agit d'un dossier complexe, qu'il suffit de revenir, mes collègues suivent le dossier et ils auront toujours le même interlocuteur. Mais chère famille, si ça, c'est pas une bonne nouvelle quand même. C'est vrai. Juste Karine, je voulais revenir sur la JPP. Il y a un temps précis, c'est pas 310 jours sur 3 ans où les choses ont changé. C'est ça. Tout à fait. C'est toujours 310 jours sur 3 ans. C'est pour ça que je disais c'est temporaire. Et c'est entre 1 jour et 22 jours par mois. Donc, pour verser le juste droit à chacune des familles lorsqu'ils ont fait une demande de la JPP, ils auront une attestation mensuelle à compléter. Par exemple, s'ils ont dû prendre 15 jours, on va payer cette journée de compensation. Si elles ont dû prendre 20 jours, on va donner plus. Donc, c'est vraiment au cas par cas et tous les mois. Et c'est pareil, je disais tout à l'heure, donc c'est pour une perte de rémunération. Alors, souvent, on entend activité salariée, mais pas que, parce qu'on se dit salarié lambda, CDD, CDI, mais ça peut être aussi le salarié qui est en congé de présence parentale. Ça peut être un chômeur indemnisé, du moment qu'il a des indemnités Des indemnités. Merci, de France Travail. Ils peuvent prétendre à la JPP. Ça peut être également des personnes qui sont en formation professionnelle rémunérée. Donc là, on a bien une rémunération. Donc, ils peuvent aussi prétendre à la JPP. Et chose où souvent, on le sait pas, les travailleurs indépendants, souvent on dit ils n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Un travailleur indépendant peut également demander la JPP. C'est dans un montant de la JPP, c'est en fonction de... Ah, pardon. Oh là là. Je pense que on va pas rentrer. Il va falloir peut-être répondre quand même à la question s'il y a une idée, le montant. Et puis après, c'est vrai que comme en plus les choses sont au cas par cas, je vais justement vous donner la parole, Sonia, pour parler du pôle ressources handicap. Mais est-ce qu'il y a un montant Ça varie. En fait, voilà. c'est pas ça vraiment chaque dossier. Alors là aussi, encore une fois, il va falloir faire preuve de patience. Effectivement. Donc les familles font leur demande auprès de la CAF de Tours, mais ce n'est pas la CAF de Tours qui traite la JPP. On a mutualisé avec plusieurs CAF et donc c'est la CAF du 36 qui traite les dossiers et les droits. C'est la CAF de Tours qui va verser aux familles, mais effectivement, il faut un petit délai parce que quand on reçoit les pièces, on le transmet à la CAF 36 qui le traite, qui nous redonne. Karine, là, je me fais enguirlander. Ouais, mais je suis sûre que là, ça c'était de l'info, ça. Et qui fait dire quand même qu'effectivement, ça donne un peu les coulisses pour les parents, parce que comme vous disiez, Sonia, justement, mais bien sûr, quand on a une attente de quelque chose, en plus dans une situation, où il y a déjà des difficultés, qu'on pourrait avoir un peu d'aisance financière à ce sujet, de l'aide, des compléments, etc., c'est important de se dire, il y a effectivement tout un circuit. Oui, ça peut paraître très long, mais pour autant, les choses se traitent. On les oublie pas. Oui. Alors, Sonia, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous, votre structure associative, le pôle ressources handicap 37, et puis le lien justement avec la CAF qui fait qu'il y a des connaissances Alors, moi, je suis salariée de l'association Enfance et Pluriel, qui a plusieurs établissements sur l'ensemble du territoire, des IME, Instituts médico-éducatifs, et des ITEP, Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques. Donc, et dans cette association, il y a le pôle ressources handicap depuis octobre 2010 maintenant. Ce dispositif d'inclusion est donc notre lien financé par la CAF depuis 2010. Voilà. Et j'y suis depuis 2010. Voilà, c'est un dispositif, le pôle ressources handicap, qui favorise l'inclusion d'enfants malades ou en situation de handicap. Alors avec une reconnaissance ou non de la maison départementale des personnes handicapées, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que les familles trouvent un lieu d'accueil pour leur enfant dans une crèche, dans un centre de loisirs, dans un accueil jeune, sur les temps de pause méridienne, sur le périscolaire, chez les assistantes maternelles. On n'intervient pas à l'éducation nationale, même si on est sur des temps qui sont sur
pas sur le temps scolaire, mais en tout cas qu'interviennent avant ou après l'école. On intervient, nous, plutôt dans les structures de droit commun. Un accompagnement à la fois des familles qui nous interpellent. Voilà, je voudrais faire accueillir mon petit garçon qui a un trouble du spectre autistique dans un centre de loisirs. J'ai peur d'appeler toute seule et qu'on refuse parce que le handicap, peut-être ils seront pas bien s'occuper de mon enfant, etc. Donc nous, on va intervenir à ce moment-là avec un accompagnement de la famille, mais aussi un accompagnement des professionnels qui peuvent être... alors, en Indre-et-Loire, ça fait 16 ans, on a été un des premiers pôles ressources handicap de France, avec la Vienne, je crois. Alors, c'est vrai, il y a eu beaucoup de réticences, il y a 16 ans maintenant. Je trouve que les choses évoluent, le regard évolue sur le handicap. On a fait beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des professionnels. Donc, on en ressent aussi, on le ressent, les effets positifs. Mais en tout cas, parfois, il y a encore des craintes d'accueillir des enfants avec des besoins particuliers, et souvent on peut avoir peur de ce qu'on connaît pas. Donc ça, c'est notre travail au pôle ressources handicap. Peut-être tout à l'heure quand même, on parlait de répit et des aidants. Depuis à peu près un an, l'agence régionale de la santé nous a confié la mission de la plateforme départementale de répit et d'aide aux aidants, et c'est justement les deux missions finalement s'imbriquent, parce que quand on a des demandes pour de l'inclusion, on va avoir aussi à côté des demandes pour du répit et de l'aide aux aidants. Alors, on va voir les coordonnées du pôle ressources handicap et de la plateforme parentèle, donc numéro de téléphone. Ne pas hésiter donc à poser ces questions, à prendre contact par mail, aussi les ressources qui sont sur le site internet, et tout ce qui concerne la plateforme parentèle, on va en parler un peu plus tard. En fait, toutes les actions, parce que vous développez beaucoup d'actions. Peut-être dire que je suis pas toute seule au pôle ressources handicap. Oui, on pourrait se dire Wonder Woman. Combien? Non, d'ailleurs, je les salue, parce qu'ils regarderont. Moi, je vais pas regarder cette émission. Je ne supporte pas me regarder, mais mes collègues vont sûrement la regarder. Donc, je salue Erwan, Fanette, Marie, Antinéa et Alice, qui ont chacun des missions sur le territoire d'Indre-et-Loire. Des missions, et on a découpé le territoire en 4. Donc, qui accompagne les professionnels et des familles de l'Indre-et-Loire. Très bien. Je reviens vers vous, Karine. Dans les aides qui sont mobilisables par les parents, il existe de l'aide à domicile. On n'en parle pas toujours. Donc, ça nous tenait aussi à cœur d'en parler ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc effectivement, il y a le dispositif d'aide et d'accompagnement à domicile qui est financé par la CAF, ce qui permet d'amoindrir le coût pour les parents d'avoir un professionnel à domicile. Donc un des objectifs de ce dispositif est de permettre aux parents qui ont un enfant en situation de handicap de souffler, de s'accorder du temps, de se poser, de prendre du temps pour eux. Tout ça également dans le but de la prévention du burn-out parental, de l'épuisement que ce soit physique, psychique, leur permettre aussi de faire les démarches que ce soit personnelles, administratives, ou tout simplement prendre du temps pour soi, pour leurs activités de loisirs, et comme je disais, de souffler à un moment donné, de sortir de chez eux. Donc ça permet d'avoir un professionnel qui vient à domicile, ce qui fait que l'enfant n'est pas perdu, il reste dans son environnement chez lui. C'est un professionnel qualifié au handicap qui intervient au domicile, et les familles ne sont pas obligatoirement présentes pendant le temps où la professionnelle est à domicile. Donc nous, au niveau de l'Indre-et-Loire, on accepte jusqu'à 100% du temps d'intervention de la professionnelle où le parent n'est pas là. Par exemple, la professionnelle intervient 2 heures, le parent ne peut ne pas être là pendant les 2 heures de l'accueil d'un professionnel au domicile. Très bien. Donc après c'est au cas par cas, si c'est que 25%, ou si c'est juste parce que la maman elle vient d'avoir un nouveau bébé et elle veut prendre du temps avec son bébé, mais elle reste au domicile, mais elle sait que pendant qu'elle s'occupe de ses bébés, il y a un professionnel qui s'occupe du plus grand. Voilà, c'est vraiment le parent au qui cas par exprime cas. sa demande. Voilà. Ok. Et donc c'est vraiment une aide temporaire. C'est sur une période d'1 an. Au premier jour d'intervention au domicile. Donc après, ça se répartit sur 1 an. Donc c'est vraiment pour le but de souffler à un moment donné où ça peut être plus tendu ou plus compliqué. Ça peut être au moment de la reconnaissance, ça peut être... Parce qu'effectivement, au niveau de l'aide à domicile, il n'y a pas obligatoirement l'enfant est bénéficiaire de l'AEH. Ça peut être même pendant le parcours de reconnaissance. C'est vraiment assez large. Donc il y a 2 associations sur le département qui font l'aide à domicile. Donc ils se sont répartis
Comme vous pouvez voir sur la carte, ils sont répartis le département. Il y a que sur Tours où les 2 associations, donc qui sont l'AFP ADMR et Humansia, qui interviennent toutes les 2 sur Tours, mais c'est dû à la densité de la population. Mais sinon, on peut voir donc plutôt au nord et au sud, on va avoir l'AFP ADMR, et puis toute la ligne qui traverse la métropole et tout le département, là ça va être Humansia. Donc le conseil, c'est les familles prennent contact avec ces associations, elles n'ont pas besoin de passer par la case CAF. Nous, on finance directement l'association qui permet d'amoindrir le coût pour les familles, mais elles contactent directement les associations et elles voient ensuite le projet avec les associations pour l'intervention à domicile. En sachant que la tarification, elle est faite selon le quotient familial et qu'également, c'est peut-être pas négligeable, c'est que la participation des familles, elle est éligible au crédit d'impôt. D'accord. Donc là, pour bénéficier de cette aide à domicile, on montre la notification MDPH ou il n'y a pas forcément besoin. Parce que, Donc comme juste je on disais, est ça peut être concerné. en cours de parcours. Donc juste en ça peut téléphone. être, ouais, tout à fait. Déjà qu'ils prennent contact et ils pourront leur dire les droits qu'ils peuvent prétendre. Très bien. Dans la partie donc précédente, on parlait du pôle ressources handicap. Je reviens vers vous, Sonia, pour que vous puissiez nous exposer ce que propose la plateforme Parentèle. Bon, pour les aidants en Indre-et-Loire, pour les parents et les fratries aussi. Donc la plateforme Parentèle, peut-être nous expliquer en 2 mots ce que c'est, et puis ça recouvre plusieurs actions, en fait, plusieurs dispositifs. Alors, la plateforme Parentèle, c'est la plateforme de répit et d'aide aux aidants départementales de personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a 2 autres plateformes en Indre-et-Loire qui plutôt visent les personnes âgées. Donc, nous, on est bien sur les personnes en situation de handicap. Donc, nous, c'est un accompagnement des aidants, des aidantes qui ont à leur domicile ou dans des établissements un enfant ou un adulte en situation de handicap. Donc, un accompagnement vers des solutions de répit, un accompagnement vers des espaces de parole des aidants, des accompagnements vers de la formation, vers des ateliers, de l'orientation aussi, beaucoup, du repérage aussi. Il y a parfois, tu rencontres des personnes, mais elles demandent pas du tout ça, et en fait, tu les aides aussi peut-être à prendre conscience que elles ont un rôle et ça mériterait quand même de prendre un peu de temps pour soi. Donc c'est tout notre travail, mais aussi de la recherche parfois de lieux de vacances. Enfin, il y a tout un tas de. Donc ça, c'est le numéro qu'on a vu précédemment, où les parents peuvent appeler et puis dire à ce moment-là, moi j'ai telle question, je suis dans telle situation, et de l'autre côté du fil, il y a du téléphone, il y a mes collègues, il y a les collègues et moi-même qui du coup orientent, suivant la situation, vers tel ou tel dispositif. Tout à fait. Et puis on met en place nous aussi des dispositifs innovants, des belles initiatives. Hein. Alors la pause des parents, par exemple. Alors ça, elle vient de sortir, donc je Alors pense on qu'il y va a avoir un visuel sur la pause des parents. Ouais. Nous expliquer en quelques mots ce que c'est. Là, je suis fière vraiment des collègues. Hein, donc la pause des, alors vous voyez, il y a plusieurs thématiques, il y a des dates. On a fait le choix de mettre plusieurs horaires, comme ça chacun s'y retrouve. Ça peut être en soirée, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Et puis on a des thèmes. Là, vous pouvez retrouver un café et échange, de la piscine. Alors là, ça va être un créneau piscine enfants-parents, sport santé. Alors on a aussi des bénévoles qui sont avec nous, repas partagés, café échange, pause de aînés, et puis un atelier créatif. Voilà, alors ça c'est envoyé, c'est mis sur nos réseaux sociaux. On a des Facebook, des Insta, on a des sites internet, donc on met tout ça. Je pense que c'est relayé aussi. C'est déjà sur le site de la MDPH. Ça pourrait être sur le site de la CAF aussi. Donc et puis nous on a des mailing lists plein, et on diffuse c'est gratuit qu'on accompagne. Alors ça dépend des fois. Là tout ce que vous voyez, peut-être le repas partagé, chacun va amener quelque chose à grignoter. Écoutez, ça dépend des actions. Moi, si par exemple on décide, je sais pas, moi je dis un concert par exemple, parce qu'on fait aussi des choses plus culturelles. Les familles elles vont payer le prix du concert par exemple. Tout ce qui se passe, je pense que tout est marqué en bas. Tout ce qui se passe chez nous au hameau Saint-Michel, c'est dans nos locaux, au hameau Saint-Michel, si ça passe câblé, à Tours, c'est gratuit. Quand on fait des sorties à l'extérieur, par exemple, on décide d'aller dîner au restaurant, il y a des familles qui n'osent plus aller au restaurant
restaurant. Et le fait d'être accompagné par l'équipe de la plateforme, eh ben elles vont s'octroyer ce moment-là. Évidemment, elles vont payer leur repas au restaurant. Donc, il y a des instants qui sont juste ouverts pour les parents, d'autres parents-enfants. Bon, juste là pour le créneau piscine. Mais alors, il y a peut-être quelque chose à rajouter. Je vois Virginie qui fait les gros yeux. C'est que quand il y a des moments comme ça, on permet aussi. Alors, il y a une doublure d'équipe. Il y a l'équipe qui va accueillir le proche aidé dans un lieu à part, ou ça dépend, ou dans nos locaux. On s'occupe toujours de prendre en charge l'enfant ou l'adulte en situation de Donc, handicap. je suis parent, je suis intéressée par un atelier pour m'octroyer justement ce temps de répit. Ça m'intéresse. J'ai envie d'aller danser pendant 2 heures, d'aller Oui, rencontrer on a de la des gens, danse de faire aussi de la parfois. poterie, voilà. Mon enfant, Il est en pris en situation de charge. handicap, Oui. est pris en charge. Donc, Mm. moi, je viens avec lui, je Ouais. m'occupe pas du mode de garde pour lui, Ouais. de l'accueil. Et en plus, c'est avec des professionnels. Oui, Donc, du oui. coup, Toute voilà. notre équipe est éducateur spécialisé, moniteur éducateur, enfin une équipe assistante sociale. C'est à Tours, mais c'est ouvert à toutes les familles d'Indre-et-Loire. Ah oui. Ok, très bien. Alors on sait que des familles plus éloignées La en mobilité, ruralité, mais on a peut-être des idées pour ça. Hein. On va venir à votre rencontre. Ne vous inquiétez pas, ça se construit. Hein. Ensuite, on a un deuxième dispositif qui est la pause des jeunes aidants. Donc, on a aussi un petit visuel pour Alors, ce oui, le dispositif. 21 janvier, ça va arriver vite. Alors, pendant 4 ans, l'Agence régionale de la santé nous finançait pour faire ce qu'on appelle les séjours répit jeunes aidants. Alors, on appelle un jeune aidant un enfant qui a entre 8 et 18 ans et qui s'occupe d'un proche, d'un frère, d'une sœur, d'un parent au domicile en situation de handicap ou atteint d'une maladie. Il y en a environ, alors peut-être un chiffre sous-estimé, 500 000 en France. On s'y intéressait pas tellement. On commence de plus en plus à s'y intéresser. Il y a d'ailleurs l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui fait des études, en tout cas, pour faire ces séjours répit que j'ai fait pendant 4 ans à Chédigny avec. On a fait un séjour répit théâtre, un séjour répit cinéma, un séjour répit danse. On était labellisé par l'association nationale JAD et ces séjours se sont arrêtés. Peut-être je peux dire une info tout de suite. J'ose pas trop. Mais en tout cas, nous, on a décidé de continuer de faire vivre cette communauté de jeunes aidants. Ils apprécient de se retrouver entre eux. Ils parlent jamais de leur situation personnelle, mais il y a un lien très fort qui se crée en eux. Ils savent pourquoi ils sont là, mais ils vont plutôt vivre une expérience ensemble et ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Donc là, c'est crêpe partie relaxation et atelier créatif. Moi, je vois pas. Faudrait que je mette mes lunettes là au mois de mars. Je vois pas la date. Le premier. Non, le mercredi 11. Oh, je ne vois pas clair. Voilà. Et peut-être parce que les financements de l'ARS se sont arrêtés, mais peut-être que vers le week-end de l'Ascension, j'aurais bien trouvé un petit financement pour un petit périple que je vous en donnerai bientôt des nouvelles. Bon, donc du coup, des choses pour les parents, des choses pour les jeunes aidants. Ensuite, on va passer à la plateforme numérique Handipause. Ah, alors ça. Moi, Qu'est-ce que j'aime c'est? bien la solidarité. La plateforme Handipause, c'est une plateforme de répit. Ah, elle est là, de répit solidaire. Alors, elle a été créée en 2024, inaugurée le 24 janvier 2024, soutenue par plusieurs artistes. L'idée, c'est de permettre du répit à des familles à leur domicile sur l'ensemble du territoire d'Indre-et-Loire, mais avec des bénévoles qui vont au domicile des familles ici. Je suis bénévole. Elle est bénévole, tu vas devenir bénévole. Il y a à peu près 250 bénévoles sur cette plateforme, peut-être 252. Les parents s'inscrivent sur la plateforme handipause.fr. C'est important le .fr. Non, c'était pour non, mais j'ai bien la référence. C'était une blague. Si les parents inscrivent leur enfant sur cette plateforme, on est derrière. Il y a des gens qui sont derrière la plateforme. On valide les dossiers des parents et des enfants. Alors il y a 2 onglets. Je suis parent, donc je veux déposer le dossier pour avoir droit à des temps de répit. Je veux devenir bénévole. Là aussi, on est derrière. On valide les profils des bénévoles. Les bénévoles sont issus du social, du médico-social, du sanitaire, en tout cas, qui ont une expérience avec des personnes en situation de handicap. Les parents font une demande.
Samedi 17 janvier, j'ai besoin d'une pause de 14h à 17h. Crac, il lance la pause, les bénévoles se connectent. Toujours un mentor, un assistant, quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui veut avoir un peu plus d'expérience. Crac, et puis tout ça, ça s'organise. C'est très intuitif sur cette plateforme. Est-ce que du coup, ça peut être matin, midi, soirée? 9h, midi, 11h, 14h, 14h, 17h, 18h, 21h. Ok, c'est les créneaux qu'on peut mobiliser. Voilà, toute la semaine. Alors c'est sûr que il y a plus de disponibilité le week-end, mais on a aussi fait des expériences en semaine. Les bénévoles sont ultra motivés. Toute l'année, on organise des sessions de formation. La prochaine, c'est samedi prochain à la Les Maison bénévoles. des Sports Ok. à partir de 9h sur le Snowzelen et initiation aux gestes qui sauvent. Il y a tout le temps du monde. Voilà, on essaie aussi que les bénévoles puissent avoir accès et c'est ouvert à tout le monde. Donc, je sais pas si non le podcast sera pas diffusé encore. En tout cas, donc c'est le 17 janvier. Très bien. Alors après 2 autres où il y a pas de, on n'a pas forcément de visuel à présenter, mais le séjour aidant. Séjour aidant, c'est grâce au conseil départemental d'Indre-et-Loire avec un appel à projet qui m'a permis d'avoir une certaine somme pour organiser des séjours aidants. Donc il y a déjà eu un séjour au mois de novembre qui a été très très touchant et très émouvant avec 6 aidantes qui ont d'ailleurs créé un groupe sur Messenger qui vont manger au restaurant, je crois, très prochainement au mois de janvier. Donc ça, c'est important de pouvoir mettre ces choses-là en place, cette dynamique. C'est faire des délires. Voilà. Et le prochain séjour aura lieu, je crois, le 14 juin. L'info est pas encore mise en ligne, mais ce sera évidemment sur nos réseaux sociaux. Et le séjour épice, ça c'est une initiative d'Handipause, parce qu'avec Handipause, on fait beaucoup d'initiatives. Je crois que Virginie est bénévole aussi. On fait un séjour solidaire, bénévole, au Château du Taillé, où là, on va accueillir des adultes en situation de handicap. Mais pareil, on a été aussi solidaire à Terre-du-Son. On a monté une structure épi à Terre-du-Son où Philippe Catherine est venu nous rendre une petite visite. Virginie était là aussi. On ne se quitte plus. Et on permet aussi aux aidants de pouvoir avoir accès à la culture. Parce que quand tu es avec un enfant qui va avoir un trouble du déficit de l'attention, un trouble du spectre autistique, ben c'est difficile d'aller voir un concert ou en tout cas d'aller dans des lieux où il y a plein de monde, où il y a plein de bruit. Donc nous, on initie des petits espaces, de petites bulles un peu bien-être et de façon solidaire. En fait, toutes ces initiatives-là montrent aussi qu'effectivement, c'est alors à la fois prendre du temps pour soi, à la fois prendre du temps aussi et s'octroyer des temps ailleurs aussi avec des personnes qui vous encadrent, avec des pairs parfois, des gens qui vivent la même situation pour continuer, vous disiez, le restaurant, le concert, ne pas peut-être s'isoler. Voilà. Et puis aller vivre ensemble en famille des choses, aller vivre seul aussi des choses. Voilà, il y a un panel quand même de propositions qui est assez large. Et peut-être quand même, j'en profite parce que ça se trouve, des bénévoles vont regarder cette émission et Vous quand en même cherchez. alors j'en cherche toujours handipause.fr, mais peut-être dire que notre territoire il est très engagé et qu'il y a une force vive et qu'il y a des gens qui sont ultra motivés, ultra mobilisés, ultra engagés. Donc moi je suis assez fière de notre territoire d'Indre-et-Loire et je remercie vraiment tous les bénévoles qui s'engagent à nos côtés pour soutenir les familles, parce que c'est important aussi que les familles elles sachent que on les abandonne pas, on est là, il y a tout un réseau qui se mobilise. Les familles comptent sur nous et moi je compte sur vous. Et un des enjeux, du coup aussi, c'est le témoignage de parents, entre parents aussi, de pouvoir dire comment j'ai osé pousser la porte, utiliser effectivement, voilà, venir dans cette action, participer, voir qu'en fait il y avait d'autres personnes qui vivaient la même situation que moi, comme ça m'a fait du bien. C'est aussi cet enjeu-là, que les parents témoignent aux autres parents. C'est ce qu'on vous proposera aussi le 10 février au Centre social Courteline, de venir rencontrer d'autres parents et des professionnels pour pouvoir un peu échanger sur ces sujets. On va avancer sur les 2 autres actions, en tout cas là pour ce soir. Donc le répit en balade, où on a un visuel. Nous dire en quelques mots, Sonia, ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi Tours et sa métropole et que c'est important aussi d'aller au-delà et d'aller un peu en ruralité. Et donc on propose alors ça c'est ce qui s'est passé au mois d'octobre sur les vacances scolaires. Les collègues se déplacent, vont dans des lieux comme un relais petite enfance, un centre de loisirs. On s'installe et on va accueillir des enfants sur les communautés de communes. Voilà. Le dernier point, c'est le répit aux petits posailleurs, du coup, qui est aussi l'association Petits Posailleurs qui sera avec nous le 10 février d'ailleurs aussi.
Ça c'est nouveau. Ça s'est mis en place, je pense, il y a 1 mois. Donc il y a plusieurs créneaux, les mardis, jeudis, vendredis, et c'est pour enfants et adultes avec un coût de 5 €, voilà, sur réservation obligatoire. Le numéro est affiché, donc faut pas hésiter à appeler Amélie pour utiliser ces créneaux pour du répit. Et on peut peut-être ajouter, si je me permets, un petit mot sur le petit posailleur, parce que c'est quand même atypique sur le département. L'association propose également un accueil de loisirs adapté où là, justement, le disait tout à l'heure Sonia, le PRH travaille à l'inclusion de l'enfant, mais des fois l'inclusion peut être difficile. Eh bien, il y a également cet accueil de loisirs qui accueille que des enfants en situation de handicap le mercredi, le samedi et pendant les vacances scolaires. Donc ça peut aussi permettre aux parents de se poser et de souffler avec les frères et sœurs ou autres. Ils savent qu'ils ont aussi ce mode d'accueil qui est possible au sein d'un environnement super agréable, une ferme, il n'y a pas de bruit aux alentours, donc ça peut aussi rassurer. C'est sûr Des qu'il y en enfants a qui pas supportent partout, pas le hein. bruit. Il n'y a pas partout des centres de loisirs adaptés. Peut-être juste dire que le petit posailleur fait partie de l'association Enfance et Pluriel. parce Et que c'est assez récent. Et sera présent le 10 février si vous voulez les rencontrer pour pouvoir Avec les effectivement animaux. échanger. Non. C'était pas prévu, mais bon, pourquoi pas. En vraiment 2 mots, Sonia, il y avait le projet, prochainement une guinguette itinérante des aidants dans les tuyaux. C'est un projet, ça se monte tranquillement. Voilà. Enfin, l'idée, c'est d'aller vers aussi et qu'on est bien conscient que quelqu'un qui va habiter, je sais pas moi, à Descartes, peut-être à Pouilly-sur-Claise, peut-être à Neuilly-Pompière, peut-être plus compliqué de venir sur Tours et qu'on se doit d'avoir une équité territoriale et de pouvoir aller à la rencontre des aidants et des aidantes. Donc ça, c'est important. C'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Merci beaucoup, Sonia. Donc, toutes les infos sont disponibles sur le pôle ressources handicap. On a vu les coordonnées et on les remettra de toute façon, comme je vous le disais, aussi sous le replay dans les ressources. Virginie, un mot sur les formations d'aidants à distance que vous souhaitiez aussi évoquer qui existent. Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, il y a il y a plusieurs associations nationales qui se sont emparées aussi de cette question des aidants et d'outils à partager. On parlait entre pairs, etc. Et on sait que pour les parents, pour les aidants, c'est pas toujours facile de pouvoir se libérer du temps pour aller suivre une formation sur ce sujet-là ou par rapport à des spécificités en fonction de la maladie du proche aidé ou des situations de handicap. Et donc, plusieurs associations proposent des formations en distanciel, voilà, où on peut, pour le coup, se connecter plus facilement sans avoir besoin d'aller à Paris ou ailleurs, pour répondre à des besoins très spécifiques en fonction des types de handicap. Donc, je vais pas toutes les citer, il y a le visuel, mais voilà, APF France Handicap a les repères aidants. On sait que le GNCRA, donc pour les familles d'enfants avec autisme, propose aussi des formations. Aide for Poly, qui est peu connue, moins connue en tout cas, mais voilà, pour les enfants en situation de polyhandicap, là aussi propose des ressources pour les familles. L'UNAFAM sur le handicap psychique et puis l'Association française des aidants et l'UNAF. Donc voilà, tout ça, ce sont aussi des ressources dont les parents peuvent se saisir à un moment donné, peut-être le week-end, peut-être pendant une sieste, peut-être en début de soirée, enfin voilà. Et pour dire aussi que si ça existe, c'est qu'il y a des besoins Oui, et que c'est pas évident. tout à fait. Voilà, que c'est normal de se poser des questions et d'avoir besoin d'échanger, d'avoir besoin de trouver des ressources aussi. Complètement, de se conforter, d'avoir des réponses, de mieux comprendre, parce qu'il y a parfois des situations en fonction des handicaps où on est, même si on est un très très bon parent, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre pour accompagner au mieux son enfant. Et les associations sont aussi un formidable réseau pour ça. Et ces associations mentionnées là sont soutenues et reconnues par la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. Okay. Donc on est sur des formations fiables et validées. Ouais. Sonia, vous disiez aussi qu'il existe, prochainement, il va y avoir un atelier pour les aidants. Les ateliers Comprendre pour agir, et c'est des financements de la CNSA, ce que tu viens de dire, Virginie, je vais pas redire le sigle, en partenariat avec l'Association française des aidants. Donc on a répondu à... Alors c'était pas un appel à projet, en tout cas on s'est porté volontaire pour mettre en place ces ateliers. Ça va démarrer, je crois, en février, j'ai plus les dates exactes. Il y aura 6 ateliers de 3 heures. Ce sera alors une ouverture pour 12
personnes et ce sera dès lundi soir de 18h à 21h, 3h, c'est ça? Voilà. Ça tient. L'idée, c'est alors on a fait une formation pendant 2 jours. L'idée, c'est de permettre aux aidants, d'abord de libérer la parole, de s'entraider, mais de leur permettre aussi de trouver des ressources, d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se fait sur notre territoire, de leur donner plein d'informations. Donc voilà, ça démarre. On est en binôme avec ma collègue Alice Grenier. Super. Un dernier point, donc dans les dispositifs qu'on souhaitait présenter ce soir, Karine, pour les vacances aussi, qui est un sujet important, pouvoir partir en vacances aussi dans des conditions Tout à fait. qui soient confortables, agréables. Qu'est-ce qu'il existe comme dispositif? Alors, on a vraiment 2 grandes catégories au niveau des vacances. On a les vacances en famille, partir en famille avec son enfant sur le handicap. Certains se disent que c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Il y a plusieurs organismes qui vous accompagnent dans ces départs. Donc là, je vais en citer 2, mais c'est vraiment exhaustif. Il y en a d'autres. Donc on a le réseau Passerelle et on a également Évasion Handicap Famille, qui eux sont là pour construire avec vous votre projet de départ vacances, qui vont prendre en considération les besoins de l'enfant. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un enfant qui ne supporte pas du tout de marcher dans le sable, bien sûr que non, on va pas envoyer les familles dans un logement au bord de la mer. On va plutôt vraiment correspondre aux besoins de l'enfant et puis adapter le logement à son handicap aussi et à ses besoins. Et ce qui est essentiel également, c'est que sur ces lieux de vacances, il y a également une personne qualifiée pour prendre en charge l'enfant en situation de handicap durant la journée. Ça permet aux parents ou parents singuliers ou au pluriel, aux couples, de se souffler, de se retrouver entre eux ou tout seul, si c'est des familles monoparentales, ou si c'est une fratrie, de passer du temps avec les autres enfants, faire une sortie en dehors du camping ou du village vacances. Mais pendant ce temps-là, l'enfant, lui, il est pris en charge par un professionnel. Peut-être qu'on peut dire que c'est des lieux qui sont pas spécifiques pour Non. c'est vraiment C'est là où il y a tout le monde. des villages, Tout à des fait. campings où Tout à fait. tout le monde Ouais. peut venir. Tout à fait. Juste, du coup, Et ce dispositif permet d'adapter, vous, pour votre famille, Voilà. et on est effectivement des vacanciers comme les autres, avec une C'est spécificité, ça. un accueil particulier. Peut-être redire, une fois on m'avait appelé avec un enfant qui avait l'enfant lune, donc la lumière c'était compliqué, donc réseau Passerelle a mis en place des rideaux sur les fenêtres du logement, etc. Donc il y a vraiment une prise en compte des ça. besoins spécifiques. Tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces organismes vous accompagnent dans votre projet de vacances et notamment dans le financement de vos vacances, parce qu'il y a un surcoût du fait qu'il y a un animateur de présent. Donc il y a plusieurs aides. Il y a des aides nationales comme VACAF qui va être majorée pour l'accueil de l'enfant en situation de handicap. Mais il y a également d'autres dispositifs qu'on peut solliciter. Donc les organismes les sollicitent, comme les ANCV. Mais il y en a d'autres où c'est la famille qui doit solliciter, mais on connaît pas. Des exemples tout bêtes, il y a les mutuelles qui peuvent aussi participer au financement de vos vacances en famille. Les choses où souvent on ne pense pas, il y a aussi les caisses de retraite complémentaires qui peuvent apporter parfois un beau montant qui permet de financer les vous êtes vacances en famille. accompagné, du coup, dans la recherche, enfin, dans le séjour sur mesure, j'ai C'est envie de ça, dire, oui. plus ces aides financières qui sont associées. Tout à fait. Qui on contacte, Karine, pour... Eh bien, alors, avec l'autre catégorie qui est aussi, je le disais tout à l'heure, il y a la catégorie départ en vacances famille et il y a également les vacances du jeune. Pour les 2 catégories, moi, ce que je préconise, c'est de contacter le PRH, qui auront des professionnels qui écouteront les besoins des familles et qui redirigeront, comme le disait tout à l'heure Sonia, vers le meilleur interlocuteur. Ok. Plutôt que de chercher, d'appeler partout, ils appellent le PRH, ils expliquent leur situation et leur projet de vacances, que ce soit en vacances famille ou séjour pour l'adolescent. Le PRH ensuite leur donnera les coordonnées. Mais ce PRH, ce pôle ressources Il est handicap, formidable. il est pas formidable, C'est il ça. se relimore, Tout à fait. c'est génial. Super. Appelez-nous. En tout cas, on voit que c'est quand même un mode essentiel, Virginie, pour voilà, effectivement, en tout cas, de pas rester avec ces questions. Je pense que là, on a balayé quand même beaucoup de dispositifs et de choses que peut-être les gens ne connaissaient pas, et du coup d'avoir osé prendre son téléphone, poser la question, savoir ce qui existe, pour pouvoir éventuellement découvrir des choses auxquelles on n'avait pas accès. Virginie, vous vouliez rajouter? Juste dire par rapport aux différentes aides, effectivement, pour les séjours, que ce soit en famille ou les séjours adaptés, c'est que on parle toujours de la compensation du surcoût. Donc les aides qui peuvent être octroyées, que ce soit par les mutuelles, les caisses de retraite, un complément d'AEH, etc., c'est pour aider au financement
qu'est-ce qui coûte plus cher Oui. dans l'organisation de mon séjour parce que mon enfant a des besoins particuliers. On va pas financer l'intégralité du camping, la location pour toute la famille. Non, mais c'est important de le dire. On est vraiment dans la notion de la compensation du surcoût. Qu'est-ce qui coûte plus cher pour nous permettre de bénéficier d'un séjour de vacances avec notre enfant en situation de handicap. Oui, ça me semble important de repréciser. Tout à fait. Et je voulais juste rajouter par rapport au départ en vacances, donc il y a également les séjours. Alors Virginie le disait, le séjour adapté, mais il y a aussi les séjours inclusifs, où là, nous, c'est ce que nous finançons, c'est l'inclusion, parce qu'on n'est pas du secteur médico-social. Et là, en fin de compte, c'est des structures qui vont chercher à faire partir l'enfant sur un handicap dans une colonie lambda. Donc là, c'est pareil, le professionnel va accompagner et la famille aussi à la séparation, parce que des fois, ça peut être aussi compliqué de se dire, mais il va aller en colonie, non pas adapté, mais comme tout enfant. Et puis accompagner aussi l'enfant à ce départ et choisir la colonie qui correspond au mieux à ses besoins. Par exemple, si l'enfant adore la montagne, ben on va pas l'envoyer en colonie au bord de la mer. On va plutôt l'envoyer vers une colonie en montagne. Et là, pareil, on prend en compte financièrement le surcoût, parce que là, sur place, il y aura un animateur supplémentaire pour l'accueil de l'enfant en situation de handicap dans le groupe d'enfants. Très bien. Merci beaucoup. Merci vous trois. Vous avez un dernier mot à... Non? Si, peut-être quand même, on dit aux familles qu'on vous oublie pas et vous pouvez compter sur nous quand même. Et qu'il y a effectivement, voilà. Et on fait des cœurs, non? La dernière fois, j'avais fait des cœurs. Se renseigner, oser. Moi, je dis prendre, oser passer un coup de fil, demander. Effectivement, il y a des surcoûts qui peuvent être pris en charge. Il y a des dispositifs, il y a des professionnels avec qui échanger, des parents avec qui échanger, et se dire que en fait, la situation n'est pas forcément facile, mais elle peut être un peu plus confortable. Voilà, sur plusieurs. Et puis nous, on peut allumer des soleils un peu. Ouais, c'est beau ça. Alors merci beaucoup Sonia pour cette poésie de la fin. Merci Karine, merci Virginie. Merci du coup à l'Espace Passerelle pour la réalisation de l'émission. Aujourd'hui, on était dans un nouveau décor en 2026. Donc merci à la Fabrique d'images citoyennes, notre nouveau lieu d'enregistrement des émissions. Voilà pour les merci. Et je vous donne rendez-vous donc le 10 février, mardi 10 février, donc à partir de 19h au Centre social Courteline, donc 48 rue Georges Courteline à Tours. Donc c'est la suite en fait. On retrouvera Virginie, on retrouvera Sonia, mais il y aura aussi le petit posailleur dont on parlait tout à l'heure. Il y aura aussi l'association d'aide à domicile, la AFP-ADMR dont on parlait aussi. Il y aura aussi la CAF Touraine qui sera présente, la communauté 360, une association qui s'appelle Dans ma bulle. Il y aura aussi 6PO Petite Enfance, le centre social de Bléré, le centre social Courteline bien sûr qui nous accueille. Voilà, donc des professionnels avec qui échanger sur ce sujet. Des parents aussi qui viennent, des témoignages de parents, parce qu'on sait comme c'est important aussi de pouvoir échanger entre parents et se conforter et se dire que voilà, tout n'est pas toujours facile et que parfois il y a des choses facilitantes. On n'est pas seul. Donc c'est vraiment l'idée. On va manger des spaghettis ensemble parce qu'on s'appelle Mardi Spaghetti, donc on va les manger ensemble ce soir-là. Mais moi j'ai pas de gros féculents le soir. Il faudra amener ton petit bol. J'amènerai mon bol de crudité. Et du coup, voilà. Donc on vous invite tous à la prochaine, le 10 février au Centre social Courteline. Merci beaucoup et à bientôt. Bravo à la régie.